Je suis ravi de vous retrouver ce matin. On a la chance de continuer cette matinée avec une belle table ronde à laquelle vont assister deux intervenants de qualité dans le domaine des RH. Alors c'est pas totalement la spécialité de Mathieu, mais c'est la spécialité de Fanny, et qui vont nous parler de recrutement et hypercroissance. Fanny, elle a travaillé chez eFounders. eFounders, c'est un startup studio parisien qui crée des startups, qui en a créé beaucoup. Vous en connaissez sûrement, beaucoup liés aux applications B2B dans le monde du travail et du bureau notamment, où ils ont créé énormément de choses. Et Fanny crée des équipes chez eFounders, donc une très belle expérience dans la création d'équipes. Et puis maintenant, Fanny a rejoint Doctrine, que Nicolas vient de vous présenter, et a pour objectif de recruter plus de 100 personnes dans les mois à venir. Donc voilà, un très beau challenge pour elle. Et puis Mathieu, je ne sais pas si en Bretagne on présente encore Mathieu Beuchet. Voilà, ça s'applaudit en tout cas. Je crois que c'est les investisseurs qui applaudissent, ça c'est pas très cool. Ils ont raison. Donc Mathieu qui a fondé évidemment Klaxoon que vous utilisez. N'hésitez pas à utiliser Klaxoon pendant la conférence de Mathieu, c'est vachement bien. Et donc qui a levé plusieurs dizaines de millions, 50 millions récemment. Il l'avait déjà fait avant, avec comme objectif notamment avec cette levée de fonds de continuer à recruter. Vous êtes déjà 200 personnes ? Un petit peu moins, un peu moins de 200 personnes. Et de la même façon, il y a plusieurs dizaines de postes qui sont ouverts en France et à l'étranger. Et là-dessus, on va pouvoir également en parler. Alors, on va commencer par parler de ces profils un petit peu qu'il faut pour créer une belle équipe. Nous, Vici, on a tendance à chercher justement cette belle équipe, cette combinaison parfaite, les 22 qui feront la différence. Et on va parler de ça justement dans les recrutements de 10-20 premiers profils. Ces gens qui vont être vraiment le ciment de votre entreprise, l'architecture de cette start-up. Qu'est-ce qu'il faut chercher avant tout ? Alors Fanny, je te laisse commencer. Voilà. Bonjour. Alors, moi déjà, j'ai commencé par recruter les cofondateurs. Donc, je pense que la problématique est la même sur les toutes premières personnes. Votre cofondateur, c'est la personne avec qui vous serez marié pendant les 8-10 prochaines années. Donc, déjà, c'est hyper important qu'il y ait une vraie complémentarité en fait, et c'est la même chose pour les 10, peut-être 20, je pense que c'est pas la même problématique pour les 3, 10 et 20, 30 suivants après, mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ces personnes-là vont être là au tout début, quand on va être focalisé sur le produit, vont être là quand il va falloir aller sur le marché, donc sur une partie trouver le product market fit, donc c'est encore une autre problématique, vont être là quand on va se mettre à recruter et chercher les 30 personnes suivantes. En fait, à chaque fois, c'est une étape différente, donc je pense qu'il faut des gens qui sont déjà très adaptables, très entrepreneurs et qui vont être conscient en fait du changement qui va arriver très rapidement dans les 2 premières années d'une start-up. C'est plus la même tous les 6 mois en fait, il faut tout rechanger. Donc j'ai le côté adaptable, donc entrepreneur, éventuellement des gens qui ont déjà fait partie d'une expérience entrepreneuriale ou en tout cas qui sont conscients du challenge et des changements qui vont arriver dans les mois et les premières années à venir. D'accord. Mathieu ? Oui, je te rejoins complètement. Bonjour à tous. Sur cette partie d'équipe initiale qui doit être un peu très adaptable, moi je pense aussi qu'on a un contexte de recrutement qui est assez simple puisqu'on ne peut entre guillemets pas trop promettre et on ne vient pas pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que dès que l'entreprise grandit, après il y a des phénomènes où l'entreprise est peut-être plus séduisante. Au tout début, il faut vraiment avoir des profils qui sont prêts à tout et qui aussi vont faire beaucoup confiance. Et ça, c'est un élément assez clé. Si on a des personnes, si on arrive à trouver ce collectif qui va être à la fois très souple, très adaptable et qui va faire confiance, qui va se dire ok, je vous suis, je ne sais pas où ça va, je ne sais pas si ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire, mais je vous fais confiance. Et ça, c'est vraiment la clé. Et c'est quelque chose qu'en tout cas nous on essaye de maintenir encore aujourd'hui, même bien plus tard. Et je rappelle souvent, même si on est bien plus aujourd'hui, qu'on est encore tout petit et qu'on est encore au début de l'aventure et que les personnes qui sont là sont aussi les pionniers, c'est le terme qu'on emploie, pour éviter ce phénomène de c'est bon, les 15 premiers ont commencé, maintenant c'est facile, c'est fini. Voilà. Et alors dans ces premiers profils, notamment dans le cadre d'une hypercroissance, est-ce que vous recherchez de suite des gens dont vous savez qu'ils seront capables de manager des équipes, qui seront capables d'être là pour les 3-4 prochaines années, ou comme on le dit des fois, Sébastien aime bien le dire ça sur certaines équipes qu'on a, c'est la bonne personne pour les 2-3 prochaines étapes, mais pas pour après. Voilà. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est là pour 10 ans ou quelqu'un qui est là pour 2 ans ? En tout cas, moi, j'ai pas ce point de vue-là, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très affirmé, qui est de dire je sais voir à 3 ans, 4 ans, etc. On est vraiment très ouvert, on est très surpris tous les jours par les talents qui se dévoilent. Donc, on est plutôt dans un contexte où d'ailleurs, on ne pratique pas de fiches de poste. On parle beaucoup de fiches de non-poste et les personnes qui adhèrent à ça sont en général des personnes qui vont réussir à évoluer dans un environnement start-up qui est très, par définition, très évolutif.
Et là, on se fait surprendre. Et puis évidemment, il y a la partie personnelle, les voyages, la famille qui vont venir transformer différentes approches. Donc on se promet rien, ça c'est un truc important. On fait pas de fausses promesses, que ce soit du côté de l'employeur, on va pas survendre ce qu'est Klaxoon. Et puis on demande aussi aux personnes qui nous rejoignent de pas nous promettre quelque chose d'extraordinaire, de nous projeter sur un poste forcément génial à 3 ans. On se promet rien et puis on fait en sorte de donner par contre beaucoup les uns pour les autres. D'accord. Fanny ? Ouais, je rejoins ça sur la partie on se promet rien. Il faut savoir pourquoi est-ce que les gens viennent. Donc c'est souvent des gens qui avaient fait, par exemple, je pense à la formation HEC entrepreneur, par exemple, donc des jeunes qui venaient. Donc très bonne formation. Très très bonne formation, qui n'avaient pas forcément d'expérience en fait, mais qui avaient fait des stages, mais qui souhaitent rejoindre ce secteur de l'entrepreneuriat. Donc c'est des gens qui parlent pas de vision à 2 ans. C'est des gens qui savent pas où on va être dans 2 ans, mais ils veulent pas savoir en fait. Ils viennent aussi pour ça. Ils ont une forte aversion au risque. Et c'est des gens qui pensent même pas, par exemple, à demander, à parler de salaire. Ils vont parler equity, c'est sûr. Mais c'est par exemple dans les critères, c'est des gens qui vont venir parce qu'ils savent pas où ils vont être dans 2 ans. Ils ont envie de faire partie de l'aventure. Peut-être que ce sera les managers de demain, mais ils savent aussi qu'à un moment donné, dans une phase de structuration, on va prendre des gens avec un peu plus d'expérience, des profils un peu plus seniors. En tout cas, c'est ce type de profil qui, dans mon cas, ont pas mal fonctionné dans les startups qu'on a créées. Alors sur ce recrutement, tu as parlé d'equity, donc de part de capital. Quelle est votre doctrine dans ce cadre-là ? Il y a un peu 2 écoles. L'école de ceux qui disent on en donne à quelques-uns pour les pousser à se dépouiller fortement, et puis d'autres qui disent on en donne à tout le monde. Alors comment est-ce que dans ton expérience, ou Mathieu aussi, qu'est-ce que vous avez décidé de faire à ce niveau-là ? Moi, c'était clairement un argument sur la partie startup studio, enfin sur les créations de startup. Je pense que les 10 premiers, c'est absolument évident. On est dans l'aventure ensemble. Au début, on ne sait pas encore où on va, donc c'est hyper important de montrer la confiance dans les 2 sens. Et puis là, aujourd'hui, chez Doctrine, pour le coup, on est plus une 50aine. On va vers beaucoup de recrutement. Et les cofondateurs ont décidé de donner des BSPCE à tout le monde. Donc chaque personne qui rejoint Doctrine aujourd'hui va avoir une part dans l'entreprise, une part dans l'aventure. C'est aussi toujours le premier jour. On ne sait pas non plus où on va aller, mais on a décidé d'embarquer tout le monde avec nous. Moi, j'observe qu'il y a différentes sensibilités. Alors, il y a quelques années, j'avais monté d'abord une première entreprise qui s'appelle Regard, plus dans un profil autofinancé. Puis d'ailleurs, ça a pris du temps. On a mis 5 ans à atteindre 50 salariés. Et ça se fait dans un contexte qui était très loin des grands canaux, des grandes pratiques, typiquement de partage d'equity. Et j'avais pratiqué à l'époque le partage de BSPCE, enfin, en tout cas, cette notion de partager, d'offrir une partie du capital. Et ça n'avait pas forcément fonctionné. Le constat, c'était qu'est-ce que je fais de ces BSPCE ? C'est vrai que c'est pas forcément liquide, et je crois que les gens sont quand même de plus en plus éveillés à ça. Ça peut marcher sur des nouveaux profils, mais il y a un moment, il y a cette notion aussi, en tout cas on le pratique, on le voit chez Klaxoon aujourd'hui, on se pose la question de comment vraiment associer dans une forme de liquidité autour de l'entreprise, ce qui est évidemment pas forcément compatible avec ce qu'on est aujourd'hui. Et finalement, c'est pas la solution miracle. On sait que c'est très pratiqué aux États-Unis, c'est presque systématique. Mon constat, c'est que une fois que c'est fait, est-ce que ça change vraiment les choses ? Pas réellement. En tout cas, on l'a pas observé. Pas évident. Alors, on va parler maintenant un peu plus hyper-croissance. Ça pose pas mal de questions, forcément, quand on passe d'une société qui a 20-30 personnes à 150, 200 personnes en moins de 2 ans, c'est pas rien, et puis c'est un sacré challenge. Moi, j'ai une première question sur le recrutement. Tout simplement, comment on fait pour recruter autant de personnes aussi rapidement, comment on les trouve aussi rapidement, et comment on fait surtout pour les intégrer, ce qui est une vraie question. Fanny, peut-être, pour commencer ? Moi, je pense qu'au début, on a souvent tendance à passer par de l'externe, donc des cabinets. Bon, on a aussi toute une part de réseau. La cooptation, ça marche pas mal. Par la suite, je pense que dans cette phase justement de structuration et pour se préparer à une phase d'hypercroissance, il faut vraiment avoir une équipe dédiée. Donc, je sais, on en a parlé on en a parlé tout à l'heure un peu avant d'entrer, mais on a tous que ce soit chez Doctrine ou chez Klaxoon, il y a une équipe qui a été mise en place. Chez Doctrine, on a une personne dédiée au recrutement business, une autre dédiée au recrutement technique. Moi aussi, je travaille sur la partie recrutement. Et donc, en fait, c'est important aussi de mettre ça en place en interne pour transmettre les bons messages, pour être paré pour juste le volume qui va arriver, et puis pour la logistique en interne et mettre en place tout un process qui fonctionne. Donc, être prêt à cette hypercroissance, pour moi, ça passe par la structuration d'une équipe en interne. Oui, je te rejoins sur le mot volume. C'est quelque chose qui est vraiment à avoir en tête. Pour 50 recrutements derniers, on a fait 2500 entretiens. Et ça, c'est quelque chose, ça se trouve pas au coin de la rue, on le sait, les bons candidats, ceux qui vont matcher en tout cas avec notre aventure, ça demande beaucoup d'entretiens, beaucoup de rencontres. C'est évidemment se donner le choix, et puis également pour les équipes, prendre conscience de qui est autour de l'aventure, se challenger aussi, parce que ça surprend aussi de voir des profils extérieurs qui sont prêts, qui ont envie, et ça fait du bien aux équipes de passer du temps en entretien. Donc on y consacre 5-10% de notre temps dans toutes les équipes à rencontrer du monde en permanence pour être prêt à intégrer.
et puis essayer de voir plus loin qu'à un mois, et puis anticiper. Ce qui est aussi la partie la plus difficile dans le recrutement, c'est de se dire, je ne recrute pas parce que je suis contraint, mais parce que j'essaie de construire quelque chose à long terme. Je pense que justement ce côté anticipation, il faut aussi se créer un pipe, c'est-à-dire tous les candidats qu'on a rencontrés, ça passe par la mise en place d'un ATS, donc d'un CRM de candidats, c'est-à-dire où on peut avoir du coup accès à tous les candidats qu'on a rencontrés il y a 3 mois, il y a 3 ans, et qu'on a rencontrés aujourd'hui, mais qui ne seront pas disponibles avant 3 mois ou 3 ans aussi. C'est hyper important de faire le pari de ça aussi et d'avoir une bonne base de données. Et alors sur l'intégration, comment est-ce que vous vous y prenez? Vous avez tous les deux mis en place un process d'intégration, il y a une semaine de découverte, ça se passe comment? Alors sur l'intégration, on a testé beaucoup de choses. Ce qui fonctionne très bien pour nous, en tout cas depuis 2 ans, c'est de confier ça aux équipes. On a mis en place ce qui s'appelle les interactive founders, donc c'est comme fondateurs, qui vont faire en sorte qu'à l'arrivée, on ait un parcours à peu près en 15 jours où on va permettre à chaque nouveau venu de rencontrer l'ensemble des équipes. Et c'est les équipes qui s'en chargent, qui chaque année font évoluer le parcours. Et c'est quelque chose de très naturel. Ça se fait, on va dire, de manière... Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Ces founders, je ne l'ai pas précisé, sont tirés au sort dans les équipes. Là, on vient de faire le tirage au sort hier soir. Donc une fois par an, on tire au sort dans l'ensemble des équipes des personnes qui ont plus d'1 an d'entreprise, vont être ceux qui vont être chargés d'intégrer. Donc ils sont 15 sur 150 à peu près aujourd'hui. Donc ça fait un effectif qui est connecté à différentes réalités qui ne sont pas forcément celles de certains métiers qui est les RH. On n'utilise pas trop ce terme non plus chez nous, je crois que c'est le cas aussi chez vous. Donc ce terme-là, souvent déconnecté de la réalité, on essaye de confier ça à l'équipe administrative. Et pour ce qui est de l'intégration, on confie ça aux équipes qui sont les mieux placées pour dire, voilà, cette personne fait ci, à tel endroit tu trouveras une solution pour tel problème, et puis je suis à ta dispo si tu as besoin d'aide. Très bien. C'est pareil chez Doctrine? Ouais, c'est un petit peu différent. En fait, on a donc moi la personne qui s'occupe de la partie administrative, ça s'occupe aussi de la partie happiness, donc elle est très impliquée dans cette partie-là et on a mis tout un onboarding sur mesure en place. La personne est en fait intégrée avant d'arriver chez Doctrine, donc aussi bien par des apéros sur le Slack, etc. Tous les événements qu'on peut avoir, on essaie de l'inviter avant même qu'elle commence. Parfois, c'est des personnes qui ont un préavis de 3 mois, donc c'est important de garder contact avec eux. Et ensuite, il y a toute une phase d'onboarding avec une rencontre avec toutes les personnes, avec des déjeuners prévus avec chaque équipe qui présentent un petit peu ce qu'ils font. Quand on arrive sur un poste en business, on ne sait pas forcément ce que fait l'équipe front-end, par exemple. C'est hyper important qu'ils comprennent ce que fait chaque partie de l'entreprise. Et chez nous, ça se termine par une visite au palais de justice. Donc au bout des 2-3 semaines d'onboarding, pour comprendre aussi quel est l'impact du produit, l'impact de Doctrine sur la réalité du quotidien des avocats. Alors Mathieu, un autre point alors, qui est très très fort chez Klaxoon, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que c'est pas quelque chose d'extrêmement nécessaire quand on croit aussi vite d'avoir une culture solide comme vous l'avez fait? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui a été fait chez Klaxoon pour créer une vraie culture d'entreprise? Pour déjà montrer à quel point les équipes sont sensibles à ça, on a recruté là, très récemment notre premier salarié qui ne parle pas français. Donc Michael, je l'appelle Michael souvent, et j'en suis navré. Et il est américain, et il nous raconte qu'il est passé par pas mal de startups, et avant chez Apple, il a bossé chez Apple aux États-Unis, et il a quitté le monde startup parce que justement il constatait qu'il n'y avait pas cette notion de culture d'entreprise qui était clé. Il constatait des startups qui avaient tendance à vouloir déjà vendre en premier et après gérer la culture d'entreprise. Et il n'a pas vécu ça chez Apple. Alors je ne sais pas comment ils font, c'est quand même assez impressionnant d'imaginer la taille de l'entreprise et d'arriver à encore à leur taille de maintenir cette culture. En tout cas, chez nous, c'est vrai qu'on a fait la même chose. Dès le départ, on s'est intéressé à ça et on a fait en sorte, dès l'équipe fondatrice, dès les 15 premiers, de partager des valeurs très claires. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de confier ça aux équipes et de dire, allez-y, gérez, intégrez, parce que de toute façon, vous avez les clés. C'est pas un truc qui est juste sur un tableau dans un coin et qui doit être animé par des équipes RH. C'est quelque chose qui est vécu au quotidien. Et justement, on fait en sorte de le vivre en maximisant les moments d'interaction, les moments de rencontre, et en tout cas c'est des choses qui sont clés chez nous. Chaque entreprise évidemment doit trouver ses clés. Pour nous c'est ça, c'est la notion d'interaction, de rencontre de l'autre, de diversité, auquel on tient beaucoup. Et au-delà du petit klaxon et du t-shirt rose, c'est quoi la culture d'entreprise de Klaxoon en 2 mots? Alors ça c'est la partie plutôt commerciale d'ailleurs, et on s'est fait violence pour porter ces t-shirts. Je peux vous assurer que c'était pas évident. J'imagine. Et encore aujourd'hui pour venir sur scène, je sais pas si vous imaginez le courage qu'il faut pour mettre un t-shirt rose et venir parler à un public, c'est pas du tout naturel. Donc merci Maxence, Adèle d'oser. Mais c'était très bien. Ils sont déjà 2e, 3e vague, mais les premières fois on avait porté ce t-shirt, c'était pas facile, donc c'est évidemment pas ça qui fait la culture. Au contraire, ça vous met en danger la culture. Ça, c'est la partie vente. Ça se vit au quotidien. Aujourd'hui, on voit ces t-shirts commencer à arriver dans le quotidien d'entreprise, mais c'est très très récent. Par contre, les klaxons, oui, ça nous a beaucoup plus aidé. On s'est amusé avec ça. C'était un objet qui résumait bien notre philosophie, qui est de dire, vous avez quelque chose à dire, dites-le, prenez ce klaxon, vous l'avez dans la poche, maintenant vous avez Klaxoon, et vous pouvez vous exprimer. Pour nous, ça a été clé, mais c'est une façon aussi de simplifier notre approche et de montrer que tout le monde pouvait l'expérimenter, même sans l'outil.
Et chez Doctrine, on essaye de créer aujourd'hui, vous êtes plus jeune, mais une culture d'entreprise, ça passe par quoi? La culture d'entreprise, elle existait déjà. Moi, je n'ai même pas eu beaucoup de travail à faire sur cette partie-là. C'est quelque chose de très très fort qui a été transmis par les cofondateurs dès le départ. Les valeurs aujourd'hui, elles existent depuis les premiers moments, elles sont historiques. Donc c'est ce qui a fait que Doctrine est ce qu'elle est aujourd'hui. Okay, quelles sont-elles ces valeurs? Il faut passer l'entretien pour... D'accord, ok. J'ai réfléchi. Et du coup, on a justement un entretien valeur prévu dans le process, en fait. Pour tout candidat qui souhaite nous rejoindre, au cours du process de recrutement, il va rencontrer une personne. Il n'y a que 5 personnes aujourd'hui qui sont accréditées à faire passer ces entretiens. C'est les gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont vécu l'histoire de Doctrine, sa croissance, et qui aujourd'hui sont à même de pouvoir en parler au mieux. Et donc, on rencontre une de ces 5 personnes-là pendant 1 heure, 1 heure et demie pour parler des valeurs de Doctrine et des valeurs de la personne et voir justement si ça match. Ça passe par des déjeuners de fit aussi pour rencontrer les équipes et voir si c'est un fit et leur donner aussi la parole. C'est quand même eux qui vont bosser avec cette nouvelle personne au quotidien. Et ensuite, c'est très très fort chez Doctrine. Ça se retrouve, c'est pas écrit sur les murs, mais ça se retrouve dans le Slack au quotidien. C'est des petites blagues, c'est des gens qui vont en parler, c'est des gens qui, voilà, ça se vit, c'est très très fort et c'est pas quelque chose. Il n'y a même pas de com à faire justement sur le sujet parce que c'est quelque chose qui se vit déjà très fort au quotidien. Alors, avant de prendre 2-3 questions du public qui sont très bonnes, ça fait beaucoup réagir, je vois sur Klaxoon. Mathieu, là, vous êtes en train de commencer une nouvelle phase qui, au niveau RH, est assez complexe. C'est l'internationalisation. Alors, peut-être en 2 mots, aujourd'hui, vous en êtes où et quels sont tes retours déjà à ce stade? J'évoquais le recrutement de Michael, ça c'est très récent. On a commencé les États-Unis, nous, il y a à peu près 1 an et demi. En mars l'an dernier, on ouvrait notre premier bureau à New York et on a essayer plein de choses, le réseau, les bonnes idées, les bons contacts. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il faut être très réactif, il ne faut pas hésiter et le marché américain le permet en l'occurrence, mais à tout de suite se dire ok, c'est pas la bonne personne, on va essayer autre chose. Donc ça, c'est des choses qu'on a testées en termes de façon de travailler. C'est pas forcément les mêmes approches, c'est pas en tout cas, il y a peut-être un peu moins de polyvalence. Il faut être très clair déjà sur ce que vous proposez. Et je pense que c'est vrai dans tout contexte international. Vous pouvez pas aller demander à des personnes qui vous connaissent pas de tout comprendre avec les barrières de la langue à distance. Donc on essaie d'être de plus en plus clair. Et aujourd'hui, on voit quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux, avec déjà des choses qui sont plus structurées et aussi faire appel à la cooptation. Donc on a rencontré dans ce parcours de 18 mois beaucoup de personnes, que ce soit sur des salons, sur le territoire là-bas. Et donc le conseil que je peux donner, c'est d'être présent sur le territoire, de maximiser comme vous le faites en France ou sur nos territoires d'origine, maximiser les échanges avec des personnes dans lesquelles vous avez confiance. Et ces personnes-là vont vous donner un jour un contact de grande qualité. Et là, vous allez pouvoir lui demander à cette personne-là de vous faire de la cooptation. C'est un mécanisme puissant. Michael est arrivé par la cooptation d'une personne, notre première salariée new-yorkaise, mais qui était française d'origine, qui arrivait par le réseau, etc. Enfin, on peut faire la chaîne comme ça de manière assez longue chez Klaxoon. On croit beaucoup en ce modèle-là, en tout cas dans cette phase où on a besoin de trouver des personnes qui nous feront confiance et avec lesquelles on va être en confiance pour ne pas se tromper, pour ne pas interpréter de la mauvaise façon un marché qu'on ne connaît pas. Merci. On va prendre une première question qui est celle sur votre point de vue sur le télétravail. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes plutôt ouvert chez Doctrine ? Pas encore. En fait, le stade d'évolution de la boîte fait que c'est pas encore le bon moment aujourd'hui et qu'on est capable d'avoir tous les profils qu'il nous faut sur place. Donc c'est pas un sujet, ça arrivera un jour sur la table, mais pour le moment c'est pas une nécessité. D'un point de vue, on va dire confort du salarié, à dire que tiens, il peut passer 1-2 jours par semaine, c'est quelque chose que de façon générale tu as déjà connu et sur lequel tu as un avis? Aujourd'hui, c'est déjà légal, donc on est obligé de pouvoir être assez flexible là-dessus. Je pense que de manière exceptionnelle, ça peut avoir du sens. Par exemple, sur mon poste, en revanche, c'est hyper important que je sois toujours au bureau. Donc, de manière exceptionnelle, comme hier, où j'ai passé une journée à Brest, ça peut être intéressant de se dire je suis avec mon ordi, je peux travailler d'où je veux. En revanche, ça dépend, je pense, aussi du stade d'évolution de la boîte et surtout du type de poste. Mathieu ? Oui, alors sur cette notion de comment télétravail, on a beaucoup de questions. Je crois que déjà ça séduit de plus en plus. En tout cas, les équipes se posent la question du télétravail, en entendent du bien. Par contre, c'est pas forcément génial. On a aussi, en tout cas dès le 6e poste dans Klaxoon, il a fallu qu'on se pose la question, puisque Marie Barbesol, qui est l'évangéliste Klaxoon, qui a porté ce t-shirt parmi les premiers, elle habite à Carnac, Marie, et son job se faisait beaucoup à Paris et à l'international, et ça s'est très bien fait. Preuve en est, elle a réussi à évangéliser et à faire connaître Klaxoon en étant basée à Carnac. On a également Charles, que vous connaissez peut-être ici, qui est basé pas très loin de Carnac non plus, d'autres à Grenoble, à Marseille. Donc très vite, on a pu, pour certains types de profils, le permettre. C'est pas vrai pour tout. Aujourd'hui, notamment la partie tech, la R&D, c'est difficile d'avoir des personnes à distance. Vous avez des contraintes de confidentialité, de R&D, etc. assez fortes. En tout cas, c'est ce qu'on pratique chez nous. Et là, forcément, laisser quelqu'un tout seul chez lui, c'est pas évident. Et on l'a testé avec quelques profils sur des métiers typiquement dev, mais pas forcément R&D. Et le constat, c'était très vite,
on peut se retrouver avec une personne qui ne prend pas tant que ça plaisir à distance. Et notamment aux États-Unis, on voit des personnes qui font un peu marche arrière là-dessus. Certaines entreprises qui étaient parties complètement en télétravail, qui ont carrément interdit le télétravail. Donc je crois qu'il ne faut pas penser que c'est la solution à tout. C'est une modalité de travail qui peut très bien coller en fonction de la perso, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut être solide à distance. Il faut savoir se connecter alors que vous n'êtes pas là au milieu des équipes. Ok. Dernière question, pour conclure, mais une réponse très, très, très rapide, ce qui n'est pas évident sur un sujet pareil. Est-ce qu'on peut dire que, sur votre organisation en tant que telle, est-ce qu'on peut dire que Doctrine est une entreprise plutôt pyramidale ou une entreprise plutôt libérée? C'est une question. Quel type de management vous préconisez? Des équipes auto-organisées ou plutôt quelque chose d'assez managé? Alors je dirais aucun des deux, ni très pyramidal, ni libéré. On se considère pas une entreprise forcément libérée. En revanche, il y a beaucoup de systèmes de management qui fonctionnent très bien et on s'est inspiré notamment pour les équipes techniques des modes de fonctionnement des squads de Spotify qui fonctionnent très très bien. C'est-à-dire au sein de la startup, créer des petites startups. Et aujourd'hui, ça donne plus de responsabilités à certaines personnes, beaucoup plus de collaboration, de transparence, d'échange. Ça marche aussi sur les équipes sales. On parle de pod avec un sales manager, des account executives, un SDR, un customer success. Donc ça crée en fait toute la chaîne de vente au sein d'une petite équipe. Et ça fonctionne très très bien. Je suis parfaitement en face. C'est ce qu'on pratique également. Créer l'équipe dans l'équipe et éviter d'avoir ce phénomène où vous faites partie d'une équipe de 150 personnes qui évidemment vous dépasse, mais recréer un collectif à échelle humaine. Et ça fonctionne. On y arrive vraiment à recréer ces petits collectifs. Ça faut l'acter par différentes astuces, mais notamment par les locaux. On fait en sorte qu'on parle d'appartements chez nous, maximum 12 personnes dans un appartement, et ça vous met forcément dans une situation qui n'est pas même si on peut le faire dans un open space, mais il faut recréer cet environnement à échelle humaine. En tout cas, c'est ce que les équipes aujourd'hui demandent, et on sait que ça fonctionne très très bien, et que c'est gage de créativité, d'engagement. Bon. Merci beaucoup, Fanny Merci et Mathieu. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci.